tu ne pourras jamais lutter contre la maladresse d'un collaborateur. 90 ou 95% des hackers ne connaissent pas l'informatique. L'IA va s'appuyer sur des données qu'elle ne connaît. Elle ne va pas générer quelque chose qu'elle ne connaît pas. Moi, ce que j'attends de l'IA, c'est qu'elle m'aide à voir ce que je ne vois pas. Il y a 10 ans, peu de gens auraient confié leur vie à une voiture autonome. Je pense que beaucoup de gens peuvent rentrer dans une voiture autonome en pleine confiance. Celui qui n'adopte pas aujourd'hui ces nouvelles technologies-là, il va clairement mourir, mais vraiment. Bonsoir à tous et bienvenue à notre nouvelle émission Risque Intel Média, média spécialisé en cybersécurité. Je m'appelle Yasmine Douedi et je vais modérer aujourd'hui cette émission. Je suis également fondatrice du média. On va parler du sujet suivant, les IA face aux cybercriminels, de la sécurisation des modèles et de la sécurité par les modèles. Ce soir, nous sommes en partenariat avec Soprasteria et nous avons 3 experts qui vont justement débattre entre eux, peut-être répondre à vos questions, mais je vais commencer par leur donner la main pour se présenter à vous et je commence par Pierrick. Bonsoir Yasmine, merci de m'avoir invité justement à ton émission. Alors moi Pierrick Connor, je suis de Soprasteria, je fais partie de la division cybersécurité depuis maintenant 15 ans. Soprasteria en quelques mots c'est 50 000 employés, à peu près 2000 collaborateurs et experts dans le domaine de la cybersécurité. Et pour ma part, moi je suis un passionné sur l'aspect technologie, j'ai un parcours assez technique et je suis intervenu sur des sujets un peu de crise. Et aujourd'hui, j'ai la joie en tout cas de pouvoir être le directeur adjoint d'une agence qui s'appelle Protect, qui vise à réduire l'impact d'une cyberattaque, en tout cas sur les organisations. Et mon intérêt aujourd'hui d'être là ce soir avec toi, et puis pour débattre sur les sujets de la sécurité de l'IA. Merci Pierrick. Thibaut. Moi je suis Thibaut Rouanet, je travaille chez Danone depuis un peu plus de 2 ans. Je suis responsable de la cybersécurité pour la France. Et donc on couvre un grand nombre d'activités au travers de toute la France. Je pense qu'il y a 93% des Français qui ont un produit Danone à la maison. Donc on essaye de faire en sorte que ce soit le plus sécurisé possible et que tout se passe bien. Ça fait à peu près 10 ans que je fais de la cybersécurité et ça fait 6-7 ans que je suis RSSI dans différentes structures. Merci. Et Olivier. Bonsoir Yasmine. Alors moi je suis Olivier Tillier, je suis le RSSI du groupe Bouygues Construction. Moi je suis un jeune RSSI. J'ai intégré le groupe Bouygues Construction il y a 2 ans. Je ne connaissais pas grand-chose à la cybersécurité avant, donc c'est vraiment une nouveauté pour moi. Mais bon, en 2 ans, on apprend énormément. Bouygues Construction, c'est 32 500 collaborateurs à travers le monde, dans plus de 30 pays. Donc, c'est énormément de SI déployés à travers le monde. Eh bien, merci d'être avec moi. Donc, on va parler des IA. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, sous tous les angles, et cela depuis 1 an. Ça rentre de plus en plus dans notre quotidien, je pense. Et justement, je voulais revenir sur une actualité, Olivier, d'ailleurs, on va en parler, une actualité récente, puisque apparemment, Tesla utilise également l'IA pour mesurer les kilométrages de ses voitures. Et moi, ma première question, à la lumière justement de cette information, était de savoir quels sont les risques que crée justement l'intégration des IA dans notre quotidien. Le premier risque pour moi, c'est un risque d'éthique. On le voit avec l'exemple de Tesla. C'est aussi un risque sur la vie privée. Parce que, en fait, c'est le déplacement d'une personne qui utilise un véhicule, donc on va savoir où il va aller, quelles en sont les limites. C'est aussi la sécurisation des systèmes. Est-ce que les systèmes IA sont suffisamment sécurisés? Qu'est-ce qu'ils partent dans la nature? Quelles sont mes données personnelles qui partent? Est-ce qu'elles sont sécurisées ou non? Et quelle est la responsabilité aussi? Parce qu'il y a vraiment une notion de responsabilité. Qui est responsable quand l'IA utilise nos données? En fait, il y a un problème de savoir qui et d'identifier qui est responsable des différentes fuites de données. Donc en fait, ça reste quand même un outil qui, certes, moi, de ce que je comprends et de ce que me disent tous les experts, certes est très utile au quotidien, mais n'oublions pas que ça apporte également des risques. Alors justement, on a voulu poser la question au public et donc je pose la même question au public qui est en bas avec nous au cocktail, qui est la question suivante: doit-on limiter l'accès en open source aux modèles d'IA pour éviter leur détournement par des cybercriminels? Donc je laisse le public également voter, comme ça on pourra savoir ce qu'il pense en bas justement de cette question, mais je vous partage également ce qui a été dit par le public. Donc on a 471 votants, on voit qu'on a une grande majorité de non, puisqu'on a 46% qui disent non, oui à 32%, et ça dépend à 22%. Déjà, quand vous voyez des chiffres comme ceux-là, ça vous étonne? Vous auriez répondu quoi? Alors, moi, j'aurais répondu non, parce que c'est impossible. Ouais, voilà, pareillement. Ouais. Plusieurs raisons, non. Alors, expliquez les raisons, justement. Je pense que c'est impossible. Effectivement, on ne peut pas brider l'accès à un outil. Il y a d'une manière ou d'une autre. On parle de cybersécurité, de hackers. Donc, des gens qui ont l'habitude de contourner des systèmes pour obtenir des informations. Donc,
c'est très difficile déjà, rien que de le faire. Et puis l'open source, c'est peut-être pas la clé, mais la voie vers beaucoup d'améliorations où les gens collaborent sur un sujet sans forcément de besoin commercial derrière. Donc c'est vraiment pour la progression de la technique. Je pense que ce serait vraiment une erreur de se priver de ce genre de progrès. Parce que c'est vrai que l'open source, finalement, ça permet à plusieurs compétences de se rassembler. C'est ça. Hein. Est-ce qu'on peut peut-être réexpliquer comment fonctionne un peu l'open source aujourd'hui? On peut. L'open source, c'est classiquement d'avoir une envie d'aller vers un projet et de réaliser quelque chose sans, comme je disais, sans besoin commercial. Il n'y a pas d'idée business derrière, on n'est pas là pour faire de l'argent. Ce sont des personnes avec des compétences qui se réunissent comme un projet ça peut être quelques personnes. Hein. Parfois, il y a une personne qui s'occupe d'un logiciel utilisé par des millions de personnes. D'accord. Il y a une personne le soir qui va rentrer, s'occuper et rendre service à des millions de personnes gratuitement, parce que ça, pour le plaisir de la technique. Et ça peut être aussi à très grande échelle. Il y a aussi la question de la gratuité. Tu viens de dire, Thibaut. Est-ce qu'on a confiance dans quelque chose qui est gratuit, qui est en open source, par rapport à un grand du marché? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je n'utilise pas l'OpenIA en perso. Si je vais utiliser l'IA que je n'utilise pas en perso, je n'irai pas vers l'OpenIA. Parce qu'en fait, je n'ai pas confiance à la base. Je ne sais pas si vous... Pour l'IA, justement, la confiance, elle vient de la déformation professionnelle, tu penses? Ou parce que toi, naturellement, ça ne te semble pas du tout logique d'aller l'utiliser? En fait, ce qui est gratuit, moi, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment un doute. Donc, j'ai un doute. En fait, un doute ne veut pas dire que je me méfie et que je dirais non. Voilà, j'aurais besoin de m'assurer avant que tout est sécurisé avant de pouvoir l'utiliser. Même si on peut utiliser dans des entreprises des logiciels d'open source. D'accord. Mais douter, c'est sain. En cybersécurité, douter, c'est très sain. Ouais, dans d'autres il le faut. Alors, moi, j'ai une phrase, il faut être un paranoïaque pragmatique en cybersécurité. Ouais, c'est très bien. Sur ça, mais sur la partie open source, un des avantages justement sur ça, c'est une certaine transparence en tout cas, puisque le contenu justement des solutions en général open source est partagé par une large communauté. Donc sur ça, on a une certaine transparence que l'on retrouve fortement, et notamment dans des moteurs de type ou des modèles de type LLM qu'on ne va pas forcément retrouver dans des LLM qui vont être propriétaires, comme on va parler de Gemini ou on va parler d'OpenAI par exemple, sur lesquels on ne va pas avoir la main de savoir ce qui a été fait derrière. Donc c'est un avantage, mais aussi un inconvénient derrière, c'est la réutilisation malveillante, et l'autre côté, après, la supportabilité dès qu'on va le mettre en mode dans une entreprise. Donc c'est peut-être aussi ces aspects-là que toi tu vois. Donc, non, mais c'est ça, puis c'est le risque, quel risque je prends en utilisant un logiciel. Mais il y a des avantages et des inconvénients, comme tout outil. En fait, on parlait de Tesla juste avant, c'est une voiture. On va pas il y a des gens qui vont rouler sur les trottoirs et écraser des gens avec les voitures. C'est pas pour autant qu'il faut peut-être interdire la voiture. C'est l'usage qu'on en fait de la voiture auquel il faut réfléchir, je pense. Complètement. C'est de la même manière, on a de la fraude qui se passe sur Internet globalement. C'est pas pour autant qu'on va interdire Internet. Enfin, voilà. C'est plutôt comment est-ce qu'on va réguler, cadrer et responsabiliser, peut-être plus avoir une approche sur dès qu'un LLM, justement, un modèle de langage justement à grande échelle, donc qui permet de faire de la génération de texte notamment, doit être plutôt cadré. Quand on va être développé, c'est d'avoir une certaine responsabilité, peut-être, identifier vraiment pourquoi est-ce qu'il est fait, quel est son objectif, comment est-ce qu'il a été entraîné, c'est d'avoir plus de transparence sur cela. Peut-être aussi réfléchir à des labellisations comme on peut connaître sur les infrastructures cloud de certaines organisations comme en France, avec le SecNum Cloud aussi, qui peuvent être un gage d'une certaine confiance. C'est aussi une porte, en tout cas, vers ça aujourd'hui, qui n'existe peu, à part un cadre européen avec l'IA Act, qui essaye justement de légiférer un peu le développement autour de ces moteurs-là. D'accord. Quand tu parlais de... Je me permets. Je t'en prie. Quand tu parlais de réguler Internet, est-ce qu'on a réussi à le réguler? Est-ce qu'on a réussi à réguler les réseaux sociaux? Non, mais tu vois, c'est... Exactement. Donc, en fait, c'est une question sans fin, et qui doit être, comme tu disais justement, Pierre, que c'est au cas par cas. Exactement. Quel usage j'en fais, quel risque je prends si j'utilise. Tout à fait. Alors, justement, moi, j'ai entendu un mot qui est revenu et que je trouve qui est très français, très européen, c'est « il faut réguler ». Il faut réguler. Certains vous diront, on régule peut-être trop au détriment justement de l'innovation. Parce que quand on regarde un peu ce qui se passe, on se rend compte que les États-Unis produisent, innovent, mettent des choses sur le marché, et avant même qu'on ait le temps finalement de rattraper ces innovations, on nous dit voilà, l'IA Act. Au niveau européen, il va falloir qu'on commence à cadrer, et ça peut être une limite à l'innovation. Je sais que c'est un grand débat, vous en pensez quoi? Est-ce que c'est une limite à l'innovation ou il faut vraiment réguler, c'est un besoin? On disait pour Internet, il y a des gens qui ont essayé,
On les a pas trop revus. Hein. Voilà, Il y a des gens qui ont essayé de réguler de la technologie, mais c'est pas la régulation va simplement apporter un cadre dans lequel la plupart de la société se met et dit d'accord, ça on est d'accord, ça on n'est pas d'accord. Et si on fait les choses avec lesquelles on s'est mis ensemble d'accord qu'il fallait pas le faire, il y a des sanctions. Mais tant qu'on n'arrive pas à la sanction, rien ne se passe. Donc il faut identifier qui a fait la bêtise, mettre la sanction en face et la faire appliquer. Parce que c'est pas en disant juste il y a une sanction, il faut s'assurer qu'elle soit appliquée. C'est très très compliqué, justement. Donc il pourrait y avoir un frein, il pourrait y avoir un frein de développement parce que l'IA Act ne concerne que les entreprises, elle ne concerne pas les particuliers. Donc c'est déjà les entreprises, on peut les restreindre en développement. Hein. C'est aussi une restriction. Quand on régule, forcément, on va restreindre derrière. Donc en fait, on va ouvrir une porte à côté, comme l'OpenAI. Hein. C'est exactement ça. Donc en fait, on va ouvrir une porte dont on n'aura pas de visuel dessus. Donc on va en faire quoi? Voilà, la question elle est là. Moi personnellement, j'ai pas la réponse. Déjà, on travaille avec l'IA Act et savoir comment ça touche une entreprise avec les 4 catégories différentes. Qu'est-ce que l'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Déjà, ça demande un travail de fond, qui est normal aussi, parce que les entreprises, on se doit aussi montrer l'exemple. Mais ça demande du travail. On parlait tout à l'heure avec Pierrick des moyens que l'on a et des effectifs qu'on doit mettre derrière. Ça devient, ce n'est pas un frein, mais ça peut devenir compliqué. Ça peut devenir compliqué, ouais. Tout à fait. et puis certaines régulations ne s'appliquent qu'à certains types d'entreprises. Exactement. NIS 2. NIS 2, on va être sur les grandes entreprises. Et donc une grande entreprise se dit mais quel est mon avantage concurrentiel à subir une loi parce que vous avez décidé qu'il fallait faire ça? Pourquoi est-ce que les autres, s'ils font la même chose que moi, ils subissent pas la même loi que moi? Il y a quand même cette négociation, enfin c'est pas une négociation, mais une discussion entre l'État et les entreprises qui disent mais pourquoi, enfin quel est le vrai fondement de moi je vais devoir dépenser des dizaines de millions par an pour ça? C'est difficile à justifier, je pense, pour un État d'expliquer ça. Il pourrait y avoir un côté positif à NIS 2, notamment, et à l'IA Act, c'est qu'en fait, les grosses entreprises comme les nôtres, elles vont tirer aussi l'écosystème cyber et les entreprises vers le haut. Donc en fait, on va essayer, on est là aussi pour faire monter en maturité les prestataires qui travaillent avec nous. Donc ça peut être le côté positif, mais c'est vrai que c'est contraignant pour les entreprises. Mais je pense que c'est le but, un peu comme ils ont régulé le bancaire. Et on voit par secteur. Ça a été le bancaire, un peu les assurances parce que ça ressemble et c'est là où il y a de l'argent et on peut la gestion des risques. Vraiment, il y a une culture depuis des dizaines d'années. Et on a étendu vers peut-être que l'énergie c'est quand même un secteur assez important quand on a vu justement des crises sur des attaques sur les sites d'énergie, notamment en Ukraine quand on fait la guerre sans électricité, c'est très dur. On s'est mis sur l'énergie. Et puis, on a étendu les secteurs. Moi, je suis dans l'industrie alimentaire où il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de régulation, pas autant en tout cas que sur d'autres secteurs. Et donc, on est arrivé dans les derniers. Et on voit très bien l'écart heureusement qu'on est tiré vers le haut par ces banques, assurances qui ont fait le travail avant nous et qui nous ont montré un peu la voie. Et là, on peut faire pareil avec le privé, le public, les entreprises qui vont... pousser les plus petites entreprises comme un écosystème. Et par rebond, même nous, on est touchés, parce que c'est pas forcément parce qu'on n'est pas touché par NIS 2. Quand on a un contrat avec une entreprise, quand on doit construire quelque chose d'important, d'une entreprise qui est soumise à NIS 2, en fait, nous, on va devoir définir un socle. Un socle de base pour pouvoir travailler avec eux. Oui, la plupart. Donc, en fait, même nous, les grandes entreprises, on est tiré vers le haut. Donc en fait, on tire tout l'écosystème. Alors justement, le public qui est en bas a répondu en fait à la question. Je répète la question, doit-on limiter l'accès en open source aux modèles d'IA pour éviter leur utilisation par les cybercriminels? Je ne sais pas si vous vous êtes concertés en bas, mais ils sont 50%, 50%, si je ne me trompe pas. Ah non, j'ai mal lu. On a 33% qui ont dit oui, 33% qui ont dit non et 10% qui ont dit ça dépend. Voilà. Donc, par contre, effectivement, entre le non et les oui, on a plus on est plus proche que ce qu'on a pu voir à l'extérieur. Alors, je passe à la prochaine question. Comment l'IA, en fait, transforme-t-elle les interactions entre les équipes cyber? Est-ce qu'on ne risque pas, en fait, de rentrer dans une situation de trop forte dépendance? J'entends parfois, dans les bruits de couloir, parler justement du SOC et de son automatisation totale. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'en effet que la partie des technologies de l'IA, notamment le LLM, permet d'amener vraiment une forte valeur sur certains aspects, sur certains use cases, que ce soit la transformation, soit de la donnée, de permettre de passer d'un certain type de langage vers un autre langage de manière automatisée.
permettent de faire de la synthèse documentaire fortement. Donc ça, c'est des cas d'usage qui sont très, très intéressants et même d'autres cas d'usage qu'on ne connaît pas encore. Ensuite, lorsqu'on se positionne dans un domaine de la cyber, notamment de la détection, nous, on a par habitude justement de pouvoir manipuler, gérer des grands volumes de données. On travaille déjà avec du machine learning depuis de nombreuses années avant que le LLM arrive. Le LLM a été quelque chose une vraie rupture technologique. Ça nous a simplifié l'interface entre l'homme et la machine, donc d'avoir un dialogue humain. Donc ça a permis d'accélérer cette partie-là pour faire ces analyses. Lorsqu'on se retrouve avec plus de 70 milliards d'événements par jour, par exemple pour certaines infrastructures, des téraoctets de données à analyser pour retracer un événement, humainement c'est très compliqué à faire. Donc c'est là où le LLM peut jouer un rôle intéressant de faire cette analyse, en tout cas d'informations, pour en ressortir des choses importantes au regard de l'attaque. Mais il faut déjà bien savoir ce que l'on cherche aussi par rapport à ça. C'est là où l'élément est clé. Ça ne peut pas être n'importe quelle personne, sans aucune connaissance, va pouvoir d'un coup pouvoir détecter des informations qui vont être très pertinentes lors d'une attaque et les mettre dans un rapport. Ça va être quelqu'un qui aura déjà une expérience et un œil justement un peu critique sur les résultats et sur ce qu'il attend. Il va plutôt utiliser les outils de LLM pour automatiser des tâches qui vont être un peu rébarbatives et lui permettre, lui, de gagner ce temps pour réfléchir à la stratégie de la réponse, à la stratégie de l'investigation, de fournir des éléments clés justement au niveau du rapport. Donc de là, à partir... Enfin, il faut vraiment faire la différence entre l'aide et l'autonomie. Ça va être vraiment une aide, justement, pour améliorer les capacités. Vraiment, ça va être cette partie-là. Et l'autonomie, non, on n'y est pas vraiment encore, parce que ça ne va pas être de la prise de décision. Ça sera impossible d'avoir une prise de décision. Ce n'est pas concevable dans l'État, puisqu'on en parlera plus tard, du coup, sur les sujets d'IA, sur ce type de thématique-là, qu'il vaut mieux garder la main sur la partie expertise et prendre la dernière décision avant de la mettre en œuvre. Et ensuite, donc, d'avoir plutôt développé ces sens critiques et de ne pas être un SOC totalement automatisé. Oui, je suis entièrement d'accord sur plusieurs points. Le dernier, un peu moins. Dis-moi. L'IA, dans les SOC, crée de la valeur. Crée de la valeur pour les collaborateurs. Le collaborateur qui avait des tâches répétitives, comme tu l'as dit, va se concentrer sur l'essentiel. Ça veut dire qu'on va automatiser un certain nombre de tâches. Donc on va quand même laisser l'IA répondre toute seule. Alors, sur l'analyse, on va dire, de documents, c'est-à-dire sur rechercher, par exemple, un élément clé, un indicateur de compromission, et corréler les informations entre différents senseurs. Dans la phase hunting derrière. C'est dans cette partie-là. Il faut définir ce que c'est réponse. Voilà. Oui, c'est ça. Réponse, dès qu'on va devoir faire un endiguement, activer une réponse, isoler une partie du réseau, faire vraiment ce genre de réponse-là, je déconseille fortement de l'expérience de laisser ça, justement. Il y a des grands acteurs du marché qui le font déjà. Et bien sur ça, voilà, je les attends de voir, c'est dans des cas réels, en tout cas, déjà vécu. Je préfère garder un œil d'expert avant de prendre une décision, puisque ce genre de cas peut arriver vite, où vous pouvez vous retrouver à bloquer un ensemble de contrôleurs de domaine, donc plus personne ne peut se connecter d'un coup. C'est juste par une décision faite par une machine. Ça dépend si c'est bien fait. C'est pour ça. Voilà, donc c'est important. Tu as une transformation au niveau des équipes cyber, oui. Clairement, on va gagner en valeur, on va gagner en rapidité, on va gagner en réduction de faux positifs, donc on va se concentrer sur l'essentiel. On va avoir une amélioration dans la détection. Moi, ce que j'attends de l'IA, c'est qu'elle m'aide à voir ce que je ne vois pas. C'est le rêve de tout RSSI. C'est analyser les comportements. C'est qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas, aussi bien en interne qu'en externe. C'est cet aspect de détection qui est essentiel pour nous. Et ça, moi, je pense que l'IA, vous commencez déjà à le faire, nous apporte une aide. Et cette aide crée de la valeur. Moi, ce que j'ai vraiment en tête à chaque fois, c'est est-ce que ça va me créer de la valeur? Oui, non. Si oui, comment? Et comment je peux avoir un retour sur un investissement derrière? C'est aussi la question qu'on a, nous, RSSI, c'est on nous pose souvent, le ROI, il est où? Calculer un ROI en cyber, c'est compliqué. Très dur. Sauf que si je gagne du temps en détection, là, mon ROI, je l'ai. C'est-à-dire, si je réussis même à anticiper ce qui va se passer, le rêve aussi, je vais vraiment avoir une valeur. Et cette valeur, on la retrouve aussi après la menace, quand elle a été détectée, c'est dans le hunting. C'est exactement ce que tu disais, Pierrick. Il va aller chercher ce qui a été anormal. Exactement. Donc ça, j'aimerais moi qu'il le fasse avant. Mais il y a plein il y a plein de use cases cyber. On parle du SOC, mais il y en a plein en fait où on pourrait aider et peut-être automatiser complètement. Et moi, je prendrais un peu de recul en parlant d'autres choses. Par exemple, sur le trading à haute fréquence, ils ont commencé à être aidés
par l'IA, ou l'informatique. C'était peut-être pas appelé IA à l'époque, mais c'était un peu ça. Et actuellement, le trading haute fréquence, c'est des machines qui font tout seul font tourner le modèle tout seul et qui gagnent énormément d'argent à faire ça. Donc, je pense qu'il y a une notion d'investissement en temps et en argent. Là où les gens ont mis beaucoup d'argent pour automatiser et ont passé beaucoup de temps à fine-tuner le modèle pour qu'il soit hyper cohérent et performant, ça marche. On regarde, je repense aux voitures autonomes. Il y a 10 ans, peu de gens auraient confié leur vie à une voiture autonome. Hein, je pense que beaucoup de gens peuvent rentrer dans une voiture autonome en pleine confiance. Et donc il y a cette histoire de à quel point on a investi du temps, de l'énergie, éprouvé la technologie. Et je pense qu'en cyber, il y a des investissements, mais pas à hauteur de la finance ou du transport. Donc tu penses que ça va venir d'autres secteurs avant d'arriver dessus? Voilà. L'automatisation, on le voit, il y a des choses qui sont complètement automatisées par l'IA et qui fonctionnent bien. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, on aura trouvé ce qui nous aide, ce qui crée de la valeur, ce qu'on aura prouvé. Là, on pourra tout automatiser, y compris un SOC. Moi, je pense qu'on peut automatiser un SOC. C'était pour revenir sur un propos de Olivier. En fait, pour s'assurer que ça puisse amener un certain nombre de valeurs, il faut comprendre déjà que le LLM, donc les modes de fonctionnement d'analyse de données, pour être bien fonctionnels, ont besoin d'un très très grand volume de données. Ouais. Pour pouvoir détecter des comportements anormaux ou des éléments de menace, ils ont besoin justement d'éléments de menace pour s'entraîner. Je ne connais pas beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui publient leurs données par rapport à ces éléments de menace pour permettre à des modèles de pouvoir s'entraîner. C'est aussi une limite, du coup, à cette partie-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas prétendre que l'IA va être magique, clairement. Voilà. Mais l'apport de valeur va être déjà sur ces éléments, de pouvoir automatiser, industrialiser, aider. Et par contre, c'est l'expert qui va pouvoir déceler ou orienter le hunting, justement, sur ça. C'est pour ça aussi qu'on a cette frustration, quelque part, du coup, que je peux entendre et que l'on rencontre souvent parce qu'on a des fois un manque un peu de... Je suis pas frustré, je te rassure. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Thibaut, sur l'automatisation du SOC. Moi, j'y crois. Tu y crois? À terme, comme je disais, il y a besoin d'investir beaucoup. Mais justement, j'ai travaillé chez Sopra Steria sur l'automatisation du SOC par IA, où le but, c'est de comprendre le comportement normal dans le SI, de tout ce qui se passe bien. La difficulté, c'est de trouver un endroit et un moment où il y a zéro attaque, que des bons comportements. Mais l'IA est super forte pour analyser, mettre sous forme de cluster des choses qui vont ensemble. Et du coup, quand on voit une anomalie, quelque chose qui va avec rien et dont on n'a pas l'habitude, il le voit super bien. Après, la grosse difficulté, ça, la détection, je pense qu'on y est, on sait bien faire automatiquement. Par contre, la réponse, et quand je parle de réponse, c'est au sens NIST, c'est répondre. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait qu'on a eu l'alerte? Comment on agit? Et dans l'action, là, c'est plus difficile parce que, comme tu disais, il peut y avoir des conséquences très graves comme des actions qu'on peut prendre, c'est décider de couper 15 usines. Et ça, si c'est une IA qui décide de couper 15 usines et que ce n'était pas une bonne idée, c'est difficile. Et justement, je rajoute juste dans tout ce que vous êtes en train de me dire, peut-être un pavé dans la mare, qui est que ça reste des outils qui sont potentiellement hackables également. Donc, et de ce que j'entends, pour avoir fait des émissions avec des experts en IA, moi, j'avais reçu justement un chercheur en IA des États-Unis qui était venu pour l'IA Summit, qui a eu au mois de mars, et d'ailleurs qui était très surpris parce qu'il me disait, écoutez, pendant cette journée-là, la cybersécurité par rapport aux autres années, l'année dernière, a été carrément reléguée au 3e plan. On n'a pas parlé de la cybersécurité, il y avait vraiment cette volonté quelque part de parler d'innovation, et donc on a mis un peu de côté la cybersécurité. Et moi, ce qu'il me dit, c'est oui, c'est une machine qui est tout à fait hackable. Aujourd'hui, on a tellement envie en fait d'avoir des machines qui fonctionnent correctement qu'on va d'abord construire l'IA, s'assurer qu'elle soit très efficace avant de se poser la question d'intégrer de la sécurité. Tout est donc comme là, on fait comment? Le security by design, c'est nous qui nous en occupons, mais dans le reste du monde, dans ce qui est construit, c'est functionality by design. On veut que ça fonctionne, que ça marche. Le reste, peut-être que ce soit pas trop cher, mais il y a peu de... La sécurité vient rarement comme la fonctionnalité qu'on veut sortir, sauf sur un produit de sécurité. Donc du coup, pour moi, la laisser prendre une décision finale, moi je trouve ça effrayant quand même un peu. Parce que ça voudrait dire qu'on pourrait très bien hacker le système et décider de faire un blackout. Mais on le fait un peu. Quand tu parlais des usines qui ferment, en fait, là, il n'y a aucune contextualisation. La contextualisation, pour l'instant, moi je ne fais pas du tout confiance à l'IA. La contextualisation, moi je connais mon entreprise, mes analystes connaissent mon entreprise. Donc la contextualisation et la décision, elle est humaine. Moi, elle reste humaine et je pense qu'elle restera humaine pendant très très longtemps.
Parce que cette contextualisation, la connaissance de l'écosystème complet de l'entreprise, je pense pas que l'IA puisse savoir. Si c'est une solution qui t'aide, tu prends n'importe quelle solution, pas n'importe quelle, tu prends une solution robuste sur le marché, IA, qui t'aide justement à faire de la détection, cette contextualisation, elle va pas la prendre toute seule. Et quand un incident va remonter pour l'analyse finale, moi, je suis content d'avoir des analystes. Sincèrement, parce que ils seront toujours essentiels, ils seront toujours là. Ils sont toujours essentiels, toujours là, mais... Je travaille pas sur ça. Est-ce que... C'est pour ça que j'ai amené le sujet d'usine, en fait. C'est que là, on passe sur le monde réel, intelligence économique, le côté business, le fait que c'est pas la cybersécurité tout seul qui décide de couper qui peut turn off. Donc on discute, on échange avec, on pèse le pour et le contre. Et donc là, effectivement, c'est pas une réponse automatique d'IA. Et c'est pour ça que je suis allé aussi loin, c'est de me dire, moi, avant d'arriver à ces questions-là, je pense que tout le reste a plus ou moins grande échelle. Et il faut attendre un petit peu la maturité. Mais tout le reste, pour moi, est automatisable. Je pense typiquement, le phishing, c'est le niveau 0 de l'attaque. Et ben, le phishing, pour réagir à ça, on peut tout automatiser. Sur comment, OK, j'ai 20 mails exactement qui viennent du même endroit et qui ciblent des personnes que j'ai identifiées comme sensibles. Tout de suite, je laisse même pas le mail arriver dans la boîte mail. D'accord. Ce genre de choses. Mais l'IA qui va progresser aussi en phishing, en repérage de phishing, en deepfake, il va falloir aussi le trouver en face. Oui. Donc c'est pour l'instant on n'en est encore qu'au balbutiement, même si ça va très vite. L'IA elle va très très vite. En face il l'utilise très très vite, il la connaît très très vite. Donc je pense que la contextualisation et l'humain, il faudra toujours qu'il reste là parce que pour moi c'est quand même lui qui doit avoir la décision finale. C'est là où vient la régulation. C'est un problème éthique derrière. Il y a une bataille de technologie et c'est là où on en revient à la régulation. C'est que à armes égales, ils sont aussi forts que nous en face. Alors que si on a la régulation avec nous, il y a un jeu du chat à la souris. Mais si on met la régulation efficace, il y a cet aspect on a les mêmes armes, mais eux, quand ils les utilisent, ils subissent des choses que nous, on ne subit pas. Sauf qu'ils n'ont pas de régulation. Ouais, les assaillants. Pour le moment, il n'y en a pas. Ils s'en fichent tout de même, les assaillants, de toute façon. De développer des LLM malicieux et autres, ils en ont un peu rien à faire, je veux dire, du cadre qu'il pourrait y avoir sur différents territoires, puisqu'ils vont perpétrer. S'il est mal fait. Mais si c'est un bon cadre juridique qui prend les méchants et les met en prison, pour résumer, on identifie qui fait des bêtises et on les punit, si on fait la punition adéquate, ça n'aboutit. C'est peut-être un rêve. C'est un peu la limite. On va faire une directive européenne. Quid des pays qui nous entourent, au sens très très large. C'est le problème de... Donc nous on va se réguler, les autres pays ne vont pas se réguler, donc on ne sera pas à armes égales. Ça, je suis pas forcément d'accord parce que RGPD, moi j'ai été très surpris de voir RGPD publié, mais il y en a pas partout dans le monde, mais il y a les États-Unis, enfin d'abord la Californie qui fait son truc, les États-Unis un peu plus gros, la Suisse qui est pas dans l'Union européenne, mais ils sont un peu mélangés avec nous. Il y a beaucoup d'autres pays, je crois l'Inde aussi a fait, la Chine évidemment, mais d'une autre manière. Un peu open. C'est fermé, mais pas pour l'État. Et au final, on retrouve, comme on disait pour les entreprises, où c'est peut-être des entreprises en avance qui vont tirer vers le haut tout un écosystème, c'est peut-être des États en avance qui vont tirer vers le haut tout un écosystème, un peu comme l'abolition de l'esclavage, où des gens se sont dit mais c'est pas du tout une bonne idée, c'est de la force de travail gratuite. Il y a un pays qui a commencé, puis tous les autres qui ont fini. Alors justement, j'aimerais bien poser la question au public, parce que je vois quelques commentaires, notamment Jo qui dit l'IA va remplacer le SOC, les analystes SOC en sueur. Et donc on va poser la question aux gens qui sont dans le public. Est-ce que vous pensez, vous, que l'IA pourrait un jour remplacer justement les équipes SOC? Donc, oui, non, ça dépend. On vous laisse répondre. Clairement non. Alors, il y a quelqu'un qui pose également une question qui demande est-ce que peut-on vraiment utiliser l'IA pour prédire ou c'est juste une question de visibilité à l'instant? On peut prédire. On peut prédire des attaques? Les attaques, non. Mais je parlais de finance. La trading haute fréquence, le but, c'est de prédire l'avenir. Prévenir l'avenir de la bourse. Et c'est ce qu'ils font et ils le font très bien. Donc. On pourrait peut-être l'utiliser. Est-ce que on peut imaginer, c'est peut-être pas le cas aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut l'imaginer? C'est toujours, faut revoir comment ça fonctionne en fait. Comme je l'ai redit tout à l'heure, le LLM sert justement à générer la suite d'une phrase logique. Il va vraiment prendre un ensemble de mots, un ensemble de phrases, faire des pondérations entre les mots, faire des liens entre eux. Et pour que ça soit efficace, il a un besoin encore d'un grand nombre de volumétries de données. Donc aujourd'hui, s'il a besoin d'avoir de la volumétrie sur des informations d'une attaque,
On est très limité. Ouais. Donc on ne pourra pas prédire quelque chose qui ne va pas être connu, puisque aujourd'hui, tout est sur le monde de la défense, cyber, on a une certaine normalisation sur les scénarios d'attaque. Donc il y a des référentiels qui existent, comme Mitre Attack, qui permet de visualiser des scénarios d'attaque, les techniques d'attaque employées par les assaillants pour atteindre leur objectif. Donc ça, c'est quelque chose de connu. Donc les assaillants savent que s'ils utilisent ces dernières, les SOC, qui sont bien justement configurés, vont les détecter. Donc l'IA va s'appuyer sur des données qu'elle ne connaît. Elle ne va pas générer quelque chose qu'elle ne connaît pas. C'est aussi ça qui est important. C'est l'expert qui pourra le faire. Elle peut aussi réagir à ce qu'elle ne connaît pas. Ouais. À dire tout ce que je connais, c'est OK. Ce que je disais tout à l'heure, elle repère le réseau qui marche normalement, sans attaque. Et dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans ce cadre-là, ça devient une attaque. En réfléchissant à l'inverse, le d'essayer d'identifier les attaques, ce que je trouve effectivement impossible, puisqu'il y a toujours des nouveaux modèles d'attaque. On identifie comment ça fonctionne normalement, et dès qu'on n'est plus en mode normal, c'est qu'il y a un problème. Est-ce qu'on ne devrait pas tendre vers une IA qui réfléchit aussi bien en mode attaque pour mettre les éléments de défense en face? Ouais. Au lieu d'être dans la réaction et de regarder ce qui se passe, c'est une question que je pose. Pourquoi l'IA n'analyserait pas complètement le réseau d'une entreprise, chercherait les failles et mettrait directement, ou proposerait de mettre en place des... En IA, je ne sais pas, mais je connais des outils qui proposent ce service-là. Ça s'appelle les Red Team chez nous. Ça me fait penser, c'est la Team Purple. Ouais, on a Red Team, c'est pas forcément l'objectif de l'IA ou des technologies de l'IA de pouvoir répondre. C'est une façon. Mais c'est les Red Team, c'est du ponctuel. Tandis Ça dépend. que là, il y a des entreprises qui intègrent maintenant des Red Teams et qui justement ont une Red Team interne qui va venir un peu comme l'audit interne, qui va venir avec des pentesters internes qui vont taper un peu où ils veulent, sur la surface externe, sur l'interne. Oui, mais ça, on est bien sûr de l'humain qui vont utiliser des moyens. Mais est-ce que on pourrait le passer sur IA. Moi, ça me fait penser aux scanners de vulnérabilité. Oui, exactement. Si on pousse un peu les scanners de vulnérabilité en mettant un peu des scripts, en essayant de rentrer dans les vulnérabilités, pas juste de les voir, là, on automatise en fait des attaques. Et du coup, il y a... Mais ça va demander un tel développement, un tel investissement, c'est qu'il faut que ça vienne des grands groupes spécialisés. Oui. Alors, je vais vous donner la réponse justement du public. Donc, les analystes SOC sont-ils remplaçables par les IA? On a quand même 8 personnes, donc 30% qui vous disent oui. 8 personnes qui pensent que c'est possible. Voilà, on a le plateau. 17 personnes qui disent catégoriquement non, donc vous êtes 65% à dire non. Et il y a une personne qui est indécise parmi vous, qui n'est pas très certaine, qui ne sait pas. Voilà, on ne sait pas trop. J'ai une question également du public qui est assez intéressante. C'est vrai qu'on a parlé de l'IA dans le cadre du SOC, mais cette personne voulait savoir, justement, Abdelkrim, qui demande, dans les métiers de la cybersécurité, quelles sont celles qui sont impactées aujourd'hui par l'IA? Donc, on a parlé des équipes SOC, mais est-ce que vous avez vu ça dans d'autres équipes dans la cybersécurité? Il n'y en a pas que au sein du SOC. Il y en a aussi on l'utilise aussi de façon différente dans les autres entités qui travaillent au sein de la cybersécurité. Bon, je vais pas dire ce qu'on fait, mais on l'utilise, oui. D'accord. On l'utilise. On l'utilise sur les cellules, en tout cas dans la partie renseignement. Donc, on a travaillé la threat intel. La threat intel, la partie SAT, pour permettre justement d'enrichir les informations pour les équipes qui travaillent justement sur ce domaine-là. On a fortement travaillé sur la récupération d'informations d'assaillants pour mieux cibler en effet où on doit positionner les éléments de défense. Donc c'est par exemple les résultats des expériences qu'on a pu mener, et c'est un peu en dehors du SOC qui est vraiment son métier sur l'analyse par rapport à un événement particulier. Ouais. C'est pour ça que les entreprises qui ont leur propre threat intel, elles sont rares. On fait surtout appel à des spécialistes qui justement utilisent ça, qui sont beaucoup plus performants que nous, qui ont vraiment les moyens, qui utilisent une threat intel monstrueuse et qui utilisent IA pour justement la fitter à l'entreprise. À l'entreprise. D'accord. Alors, justement, moi j'avais une autre question sur les hallucinations. Alors, les IA, et je vous partage un article de presse, il dit malgré des modèles toujours plus performants, ChatGPT n'a jamais autant halluciné de réponses fausses. Donc les hallucinations, c'est des faux positifs. Est-ce que justement, puisqu'on parlait du fait qu'on l'utilisait en cybersécurité, est-ce qu'on a un risque de faux positifs justement dans l'utilisation des IA? Oui. Oui. Comme toujours, les réponses des LLM, c'est des réponses basées sur la probabilité, en fait, de donner le message suivant, le mot suivant. Donc, c'est pas quelque chose qui amène une certaine logique. Donc, c'est plutôt comment construire la suite de la phrase. Donc, des exemples qui sont très bien à la marge, qui ont beaucoup marqué les 2 + 2 = 5, ce genre de choses-là, oui, c'est complètement de l'hallucination. Et la propriété des LLM, c'est de ne pas pouvoir distinguer ce qui est vrai du faux, en fait. C'est la récupération d'informations, et il va prendre cette probabilité par rapport aux informations qui ont eu le plus d'impact, avec les mots plus importants. Donc oui, ça amène des réponses fausses, d'où
d'avoir l'analyste à côté dans le domaine de la cybersécurité, d'avoir l'expert à côté pour contrecarrer ça, pour voir le phénomène d'hallucination. Pour fine-tuner après, pour expliquer aux devs de l'IA comment mieux dev son IA. Oui, mais... Non, mais je pense qu'il y a une histoire de tuning de l'IA où, oui, ça, comme tu dis, c'est une histoire de logique, c'est une suite logique. Il voit 1, 2, 3, 4, il va mettre un 5 après. Parce qu'il a appris que ces chiffres vont dans l'ordre. Si on lui a montré suffisamment de fois que c'était 1, 2, 3, 5, après le 3, il met un 5. Alors que pour nous, humains, ça n'aurait aucun sens et on le voit, on sait qu'il y a une erreur. Comme je dis, il a aucune capacité à distinguer. C'est un peu comme les humains, on ne voit pas nos propres limites. Donc si ça nous paraît logique là, quand on a dit quelque chose, c'est rare qu'on remette en question ce qu'on vient de dire. C'est le même principe sur le fait d'halluciner. Et là, c'est difficile. C'est difficile. Pour moi, le seul moyen de réduire l'hallucination, c'est en adaptant au cas d'usage. Parce qu'est-ce qui hallucine? C'est ChatGPT, le plus générique de toutes les IA. Ouais. Alors que si on a quelque chose de précis, qui sait ce qu'il fait, dans quel cadre, et on parlait du contexte, qui est très important pour une IA, si on cadre tout ça bien, on peut avancer sur quelque chose de très très précis. En black box. Alors, il faut faire attention aux modèles, aux données qui ont servi à l'entraînement. Tu l'as dit, si on ne lui arrête pas de lui dire c'est 1, 2, 3, 5 à chaque fois, ben oui, c'est qu'il y a eu un biais qui a été introduit et qu'il a aussi dévié. Donc il y a aussi ces phénomènes-là. Et après, les derniers phénomènes qu'on peut constater, en tout cas, sur les hallucinations, c'est les éléments de censure dans les modèles d'entraînement, dans les données d'entraînement de certains pays. Voilà. Même en entreprise. Je pense à celui-là, par exemple. Ouais, exactement. Même en entreprise. Quand tu as une IA, quand tu as un chatbot propre à l'entreprise, tu vas le limiter. Tu vas lui dire ça, tu vas pas voir, tu vas pas voir, tu vas pas voir. Exactement. Donc c'est pour ça que le chatbot en entreprise, en forme de... Normalement, tu mets un prompt initial dans lequel tu lui dis tu vas pas répondre à ça, 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 ça. Oui, il y a un énorme prompt en amont. Un prompt énorme. Et justement, ça peut être une source d'attaque. C'est quand on va aller chercher, quand ils vont venir chercher, quand ils vont attaquer notre chatbot, aller chercher le prompt initial pour justement faire tout exploser et chercher ce dont ils ont envie. Donc il y a un risque quand même. Alors, moi, de ce que je comprends, en tout cas, je vais me permettre aussi de répondre à la question avec vous et le public. De ce que je comprends, à part la personne qui est pas très certaine dans le public, c'est que normalement, on va pas vraiment avoir des IA qui vont venir remplacer les gens, je pense. C'est mon avis. Par contre, on va avoir des métiers qui vont évoluer. C'est-à-dire que désormais, on va avoir des équipes de SOC, des équipes de threat intel qui vont peut-être dans leur formation initiale, dans les écoles d'ingénieurs ou d'informatique ou de réseau, avoir des cours en fait d'IA dans lesquels ils vont devoir savoir les utiliser, travailler avec, détecter peut-être des comportements inhabituels de la part de l'IA, ce qui permettrait en fait justement de détecter des attaques ou autres. Je pense que c'est plutôt le métier qui va évoluer plutôt que de complètement remplacer les gens, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, Thibaut, ce que vous disiez tout à l'heure. On ne peut pas laisser une machine prendre des décisions catastrophiques où c'est un blackout d'électricité ou que sais-je. Donc, on aura toujours quelqu'un en face, je pense. Il y aura toujours un métier dans le SOC, mais moi, je me pose vraiment la question de quel métier on va garder, justement, parce qu'il y aura un grand chef qui prend des décisions intelligentes, au sens humainement intelligentes. Souvent, on manque plus d'humanité que d'artificiel dans les décisions. Donc, il y aura quelqu'un qui prendra la décision, un humain. Mais combien on a d'humains dans la chaîne? Et justement, l'analyste SOC, je pense que ce côté analyste, d'analyser, et peut-être même le côté réponse, un jour, va disparaître. Mais par contre, oui, il y aura toujours des gens pour gérer la décision. Disparaître ou les faire évoluer. Ou le faire Yasmine, tu parlais des écoles qui commencent vraiment avec l'IA, mais c'est aussi à nous d'accompagner dès maintenant nos collaborateurs, nos analystes à utiliser l'IA pour justement qu'ils soient aussi à la pointe. Donc je pense que les métiers vont évoluer. Moi, je suis incapable de vous dire quel métier va évoluer au sein de mes équipes maintenant. Il y a un an, en fait, on nous promettait monts et merveilles par l'IA. Ça avance moins vite que tout le monde ne le disait. Oui, ça c'est vision. Clairement. La courbe de c'est la vallée de la il y a vraiment un ralentissement parce qu'en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on pensait peut-être à réguler. Il y a eu une prise de conscience aussi de ce que pouvait apporter en positif mais aussi en négatif l'intelligence artificielle. Donc, pour revenir au métier de la cyber, je pense qu'ils vont évoluer. C'est toujours important de garder les collaborateurs, de les faire avancer avec les dernières technologies et c'est notre responsabilité de le faire. Ça, je rejoins complètement ton analyse sur ça. En fait, celui qui n'adopte pas aujourd'hui, justement, ces nouvelles technologies-là, il sera clairement
mourir. Mais vraiment, pour de vrai, je pèse mes mots sur ce sujet-là, puisqu'on ne va pas pouvoir arrêter cette accélération que l'on vit actuellement. Donc il est nécessaire en effet d'éduquer, de former, former l'esprit critique, de former à la partie LLM pour faire évoluer le métier justement de SOC analyste ou d'expert en cybersécurité pour être plus efficace, parce que les attaques vont être plus fines, plus précises. Il va falloir avoir justement un œil plus averti et savoir bien manipuler l'outillage et de voir quand est-ce qu'il y a des dérives qui sont faites par ces technologies de l'IA pour intervenir. Après, la mécanisation et l'automatisation nous ont quand même déjà montré qu'il y a plein de métiers qui sont... Oui, les gens font autre chose. Les gens n'attendent pas devant l'usine en mourant de faim. Ils vont soit dans l'usine changer de métier, soit se former à autre chose et faire un autre métier. Ça, mais il y a beaucoup de métiers qui changent. Ouais, des métiers qui changent, mais quand on a un incident de sécurité, la première chose qu'on fait, c'est on vérifie. C'est-à-dire, l'humain va vérifier si l'incident est réel, quel est le business impact analysis. C'est la première question qu'on pose tous. Hein. Donc, il y a quand même de l'humain derrière. Moi, quand je reçois une alerte sécurité de mon SOC, la première question que je pose, c'est en fait, on va vérifier. On vérifie, on contrôle, on mène des actions immédiates, mais voilà, il y a cet aspect de vérification qui est hyper important. Parce qu'en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Thibaut, il va y avoir un impact sur le business tellement important qu'on est obligé de contrôler ce qui nous remonte de façon automatique. Bah ouais. Alors justement, on parlait des IA qui sont donc des cibles, et moi je voulais savoir justement dans la phase, dans le cycle de vie du modèle, hein, on parle de l'entraînement, du déploiement, de la maintenance, c'est quel moment, on va dire, quelle est la phase la plus vulnérable justement, et du coup comment structurer une gouvernance efficace pour sécuriser ces modèles? On l'a un peu évoqué. Juste avant, c'est l'entraînement. Alors, ça peut dépendre, honnêtement. Parce qu'il y a plusieurs cycles de vie. Là. Il y en a un qui est fait par la CNIL, mais il y a l'ISO qui en a fait un, l'OCDE, l'ANSSI. Ils ont tous fait un qui rejoint à peu près l'approche de design, après de développement et ensuite de déploiement. Et on rencontre... En fait, ça va vraiment dépendre de l'objectif de l'assaillant. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Si un assaillant cherche vraiment plutôt à nuire à la performance, on va dire, ou à faire une disruption du service en lui-même, son intérêt, ça sera plutôt d'attaquer l'environnement qui est déjà en prod. Ça va être celui-là pour vraiment casser le modèle. Il va vraiment travailler sur ça. Si c'est un assaillant plutôt qui voudra changer le comportement de l'IA ou du LLM qui est déployé dans l'entreprise, il va déjà travailler en amont dans le cycle de développement pour modifier les données, modifier les biais et donner des réponses erronées. On va vraiment voir ça. S'il veut travailler sur l'exfiltration d'informations, le vol de données, et s'il a la capacité de pouvoir introduire, ça sera aussi pendant soit avec les phases d'entraînement, avec les données d'entraînement, ou soit à la fin, avec les phases de production. Ça va vraiment dépendre en fait de plusieurs aspects. C'est cette approche-là justement que nous on aborde, c'est les objectifs de l'assaillant, les différents cycles de vie, mais il y a une importance toujours autour de la donnée, fatalement, bien sûr, parce que tu en as parlé au tout début, quand on va utiliser des données, peuvent être exploitées aussi par des tiers derrière, où est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'on va en faire. Et aussi, dans ce cycle-là, que l'on voit le déploiement, on ne voit pas la fin aussi, c'est lorsqu'on va retirer l'IA de son fonctionnement. Tout ce que l'on tape, tous les prompts qui sont donnés par les utilisateurs, les données qui sont uploadées dedans, sont conservées justement pour aussi améliorer le modèle. Et lorsqu'on va décommissionner les sujets, c'est aussi un vecteur aussi de fuite d'informations et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pas une réponse très... tu nous dis partout, en fait. Exactement. C'est vulnérable partout. C'est vulnérable partout, en fonction de l'objectif de l'assaillant, encore une fois. Ça va être vraiment ça. Mais c'est de l'objectif ou de l'opportunité? Parce que tu parlais des choses qui sont déjà en prod. Si l'assaillant avait... Moi, je pense que certains assaillants, s'ils avaient eu l'occasion de pouvoir changer comment fonctionne, notamment par les données d'entraînement, par exemple, dès le début, le modèle, ils auraient été très contents. C'est juste qu'ils se retrouvent, par opportunité, trop tard. Trop tard aussi. Ça peut arriver. Je pense que c'est une question de... Si on est en prod ou même en décommission, c'est qu'on prend ce qui nous reste ou ce qu'on peut attaquer. Mais moi, je crois que le plus facile à attaquer, c'est l'entraînement. John pose une question qui, je trouve, est en soi une réponse. Mais parce qu'il dit les métiers de la cyber vont évoluer, donc tout à fait. Il dit qu'en est-il des métiers des pirates, en fait, du piratage, des hackers? C'est sûr. Pareil, hein. Ils vont toujours évoluer. Ils vont toujours évoluer. L'acteur malveillant, ce qu'il cherche, c'est à réaliser, il a un objectif. Il a vraiment ça de monter en place, il va monter une attaque qui doit être avancée, évoluer pour le faire. Donc il va maximiser son temps, gagner en qualité grâce justement au LLM pour améliorer la précision de son phishing. On parlait du phishing tout à l'heure, la précision, la typologie, l'écriture, les logos, ce genre de choses-là. Améliorer, et pendant ce temps-là,
lui va pouvoir se libérer et réfléchir justement à la stratégie d'attaque, comment est-ce qu'il va pouvoir l'employer. Finalement, la même chose que les équipes, quand on leur libère, Exactement. comme tu disais tout à l'heure, Olivier, on leur Ça libère libère. du temps pour faire le Ça travail à leur valeur développe ajoutée. du business derrière aussi. Excuse-moi, je t'entends Non, parler non, juste mais- après. C'est qu'ils vont créer justement des plateformes de services vraiment sur ça pour les fournir aux autres. C'est quelque chose qui existe déjà Les avec, attaquants, tu vois. avec les assaillants, bien sûr. Ouais. Ils fournissent, on connaît des ransomware de services sur le dark web. C'est la même chose avec les IA malveillantes, avec certaines que l'on connaît bien aujourd'hui, qui sont fournies as de service pour d'autres justement acteurs. Donc ils se spécialisent, professionnalisent et montent des franchises justement sur ces modèles-là. Donc comme Xantorox par exemple, qui est une solution qui permet d'être vendue, achetée, pour permettre de générer soit du malware, soit faire des appels vraiment très ciblés, et ainsi de suite. Donc oui, ils avancent très vite. Ils ont les mêmes outils que nous, mais pas les mêmes moyens. Ils ont l'IA aussi, mais c'est des équipes de 10. Ou Ouais. peut-être qu'on verra la puissance de l'open source, justement. Mais où pas contraint par la loi, ça aide aussi, je pense. Non. ils ont moins de restrictions, mais Ouais, ouais. on a quand même des dizaines de personnes qui bossent pour lutter contre une. Ouais, Ils ont- tu vois, j'ai entendu parler récemment d'une version GPT qui s'appelle Warm GPT Ouais, j'ai vu ton post. et qui permettait justement en fait de générer du code malveillant, de générer en fait des outils. Bon, c'est fermé maintenant, donc on peut plus le trouver normalement, mais ça répond un petit peu à ça. C'est-à-dire que de la même manière qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a des développeurs qui génèrent du code via ChatGPT, on a aussi des hackers qui développent des outils malveillants, du code malveillant via l'équivalent donc noir de ChatGPT. Je sais plus quel est le chiffre, mais c'est 90 ou 95% des hackers ne Ils savent connaissent rien, pas en fait. l'informatique. Non. Ils savent écrire un mail. Ils savent ou- prompter, par contre. Ils savent compter. Ah, ça, c'est ça. Ça, par contre, ils savent prompter. Tu parlais, Pierrick, des attaques ciblées. Mais l'IA aussi va développer les attaques d'opportunité. En fait, quand on va faire tourner l'IA pour aller chercher une brèche, ce sera beaucoup plus ça. rapide et beaucoup plus Comme nous. efficace. Mais c'est là, On où fait je pareil, dis, hein. c'est là où je dis, ils vont faire tourner de manière automatique des trucs On qui ramassent tout. le fait nous nous-mêmes, aussi. hein. On le fait en interne. Hein. Mais nous aussi, sauf qu'on va le faire, nous, avant eux, et puis on va essayer de vite réagir, et puis on va essayer d'avoir les moyens d'acheter des outils qui fonctionnent vraiment bien, pas un truc qu'ils ont bidouillé eux. C'est ça que je veux dire, c'est que si on tombe sur des super hackers hyper organisés de type étatique, où il y a des centaines de personnes avec des millions derrière, ils peuvent faire des choses. Mais la plupart des groupes d'attaquants, c'est opportuniste. C'est vrai, je te Et donc si on déploie un peu les mêmes moyens, mais version défense, à mon avis, je pense qu'on peut se défendre. On va poser la question. Moi, je vais poser la question au public. Et dis-moi si je la formule bien, Thibaut. C'est-à-dire qu'à IA égale, est-ce que l'IA avantage plus les hackers ? C'est un peu voilà. Donc, on va laisser le public répondre. À IA égale entre défenseurs et attaquants, est-ce qu'ils avantagent plus les hackers ? Oui, non, ça dépend. Après, pour revenir sur un de tes propos, on a une partie en effet des acteurs malveillants qui vont arriver par opportunisme comme par le passé des script kiddies, ce qu'on appelait les script kiddies qui utilisaient des scripts mis à disposition. On a quand même une grande masse quand même d'assaillants qui sont très organisés, des groupes vraiment très très organisés qui ciblent des organisations assez importantes et qui, elles, utilisent justement certaines fonctionnalités d'IA avancées pour permettre d'avoir plus de résultats au final. Donc c'est plutôt cela dont il faut plus se méfier, en effet, parce qu'ils auront les moyens, les connaissances, l'expertise pour bien ajuster, alors qu'un hacker du dimanche, pour parler crûment, du coup, qui ne comprend pas ou qui ne sait pas ce qu'il va coder, lorsqu'il va demander à une IA malveillante de générer un code malveillant, il y a peu de probabilité que ça marche du premier coup aussi. Donc, comme quand on va demander à développer un LLM justement une page web ou quelque chose, il y a peu de chances que ça marche du premier coup. Sauf que si on n'a pas l'œil averti encore une fois pour pouvoir corriger ça, ça va échouer. Donc de la même manière, ça sera la même chose pour ces personnes-là. Donc, mais la première chose qu'on fait comment je pense faire en cybersécurité, je pense que la première chose à faire, c'est non pas regarder ce qu'ils vont faire en face, mais c'est s'assurer que mon réseau est sécurisé, que mon système est sécurisé. Parce que là, on parle beaucoup d'IA qui va aider les attaquants à venir avec opportunité ou objectif, mais il y a aussi nous aide à nous protéger en amont. Et c'est exactement ce que vous dites. C'est moi ce temps d'avance, il faut que je le garde, il faut que je sois sûr que je sois étanche. Je suis pas étanche à 400%, c'est pas possible. Je connais aucun RSSI qui y arrive, il ne va jamais rien se passer. Mais nous, on est vraiment là. Il faut pas l'oublier. On est vraiment là pour mettre nos lignes de défense, première, deuxième, troisième, etc., de façon à ce qu'ils ne viennent pas. On ne pense pas forcément hacker IA. On pense d'abord, je protège mon SI.
C'est exactement ça. De tout. On le protège de tout. Faut On essaie de le protéger de tout. Mais c'est ça, il faut pas oublier, parce qu'on parle beaucoup d'IA en tant qu'attaquant. Mais je pense que notre job, moi, c'est tous les matins quand je vais au bureau, c'est de faire que les 32 500 collaborateurs à travers le monde ne soient pas embêtés par un problème SI et un problème de sécurité SI. Et donc, il faut vraiment pas oublier ça. C'est pour ça, mais tu parles du coup d'aller plutôt, parce qu'on parle pas mal de technique, mais c'est ce qu'il faut mettre en place. Si on, par rapport à l'affrontement entre l'IA malveillante et les IA justement bienveillantes pour se défendre, c'est plutôt la méthode, l'objectif, qu'est-ce que l'on veut atteindre. Ici, c'est vraiment protéger les assets essentiels de l'entreprise. Comment est-ce que l'IA de défense va nous permettre d'améliorer ces moyens de défense-là? Parce que la même chose, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas les moyens, pas les ressources techniques pour tout couvrir, pour sécuriser à 400%, c'est complètement utopiste. Ça va plus vite. Comment est-ce que tu utilises sciemment, justement, et quelle solution et quelles différentes IA avec un S, parce qu'elles ne sont pas toutes pareilles et pas avec toutes les mêmes objectifs pour la partie défense, protection. Qu'est-ce que tu veux utiliser et pourquoi faire? Et c'est plutôt cette méthodologie à mettre en place avec les moyens qui en déclinera les besoins en techno, les solutions, les formations pour protéger les assets essentiels, vitaux de l'entreprise. Je pense qu'il ne faut pas oublier quand même les attaques étatiques. Parce que en Corée du Nord, c'est surtout pour de l'argent, mais en Chine, on voit qu'ils reproduisent des Airbus, pas les marques, mais ils reproduisent tout ce qu'on sait produire, non, tout pareil. Il y a un concessionnaire pas très loin. Donc, il y a un moment, ça, c'est pas juste en regardant avec ses yeux, c'est qu'on a les plans, on a les. Ça se trouve sur Internet, ça s'achète, ou eux, ils vont le chercher généralement. Et on voit bien qu'ils sont allés dans à peu près toutes nos grandes entreprises qui sont sûrement les plus protégées. Et donc, il y a quand même ça soulève quelque chose. Est-ce qu'on peut se protéger? Parce que moi, je considère que tout système est hackable, il n'y a aucun système infaillible. Et donc, à partir du moment où on met les ressources et l'énergie et qu'il y en a plus du côté attaquant, l'inverse de ce que je disais, ou si c'est des petits attaquants, nous, on met plus d'énergie et de puissance. Tu n'as pas les ressources et l'énergie. Pour lutter contre l'État chinois, non. Et même les Américains, s'ils ont envie... Il faut faire des choix. C'est ça le sujet, c'est faire les choix. Tu ne pourras jamais lutter contre la maladresse d'un collaborateur aussi. Aussi. Voilà, il y a aussi ça. C'est quand on parle d'IA pour étudier le comportement. Moi, si un collaborateur va sur un SharePoint qui n'a rien à faire dessus, moi, j'ai besoin de le savoir. Il faut que ça m'alerte. Et ça, il le fait pas. Il s'est peut-être fait hacker son adresse mail. Et donc, il a eu un phishing. Donc, tout de suite, l'attaquant va rentrer dans le SI. Moi, c'est l'attaque core qui est vraiment qui est au cœur de nos préoccupations en ce moment, RRSSI. C'est l'attaque qui vient de l'interne. Alors, je vous donnerai juste la réponse donc, du public et on va voir si, Thibaut, tu as beaucoup de gens qui sont d'accord avec toi. Donc, l'IA va-t-elle plus favoriser les cybercriminels que les défenseurs, donc avec les moyens égaux? Eh ben, on a à 60% oui. Pessimiste, on pense qu'effectivement ça favorise plus les cybercriminels. On a 25% de non, qui sont d'accord avec toi Thibaut, et on a 4 personnes, donc 14% qui ne savent pas. Ça dépend. Voilà, ça va dépendre des situations. Alors j'aimerais passer à notre prochaine question, notamment sur la question du cloud. Donc face au déploiement de l'IA et aussi de son lien consubstantiel avec le cloud, est-ce que vous craignez une fuite de données? Alors je vous partage cette... Je vais te dire un truc, c'est que le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Il faut juste penser à ça. Donc après, on y met ce qu'on veut dessus, mais il faut savoir. Donc c'est un risque. Un risque énorme. On peut cadrer comme on peut, parce qu'on parlait des modèles LLM, il y en a beaucoup. Il y en a certains qu'on peut privatiser ou faire tourner chez nous. Mais c'est toujours dans quelle mesure là, c'est hébergé c'est dans le cloud, donc on va héberger sur des serveurs et c'est pas les nôtres. Il y a des gens qui ont la main dessus. Et en plus, c'est dans un data center. Il va y avoir des opérateurs qui ont plus que la main dessus. Ils font ce qu'ils veulent. Et on les connaît pas, ces gens des data centers. Ils ont aucun lien avec notre entreprise ou nos besoins. Donc c'est difficile. On met quand même des choses en face pour minimiser les risques. On essaye, il faut. Non, mais il y a quand même le chiffrement de la donnée, il y a quand même suivre qui rentre et qui sort aussi de nos éléments qui sont sur le cloud. Il y a les audits qu'on fait aussi, les audits de surveillance, et il y a aussi les solutions que l'on a qui nous permettent de contrôler en mettant, en fonction des baselines qu'on met nous sur le cloud,
les baselines sécurité, de savoir si c'est dans les clous ou non, et s'il faut faire un plan de remédiation derrière. Oui, le cloud, c'est une porte ouverte, c'est une porte qui... Mais quand on est en prime ou pas, il y a aussi des portes ouvertes. Donc il y en a d'autres. Voilà, il y en a d'autres. Et je pense que on est tous en train d'évoluer, on est tous en train de s'adapter aussi au cloud et à la sécurité qu'on met en place. Faut pas être non plus défaitiste. Mais non, faut pas être défaitiste. De toute façon, il faut encore se reposer la question. C'est quoi comme donnée qui va fuiter? Celle qu'on ne veut pas qu'elle fuite, cette donnée-là, il va falloir l'identifier. Et tu la mets ailleurs. La classifier, on peut aussi la classifier et mettre des moyens technologiques pour éviter qu'elle se retrouve dans un chat de LLM, éviter qu'elle soit partie dans un historique, justement, qu'on peut voir sur DeepSeek, et d'éviter cette fuite d'informations-là. Ouais. C'est aussi l'approche que l'on avait et que l'on a avec le cloud, naturellement, ou avec le SaaS, avec l'IT. Et qui arrive, oui. Mais voilà. Toute l'informatique, on a pesé les risques. Cette partie-là, ouais. On pèse les risques, on regarde. Quelle data on autorise ou pas? Après, j'insiste, c'est le comportement de l'utilisateur qui va avoir conscience qu'il a un plan d'avion, de voiture, et qui va de lui-même le mettre sur un cloud sécurisé français, où on a la main dessus. Voilà, c'est l'utilisateur. Il y a beaucoup passent par la sensibilisation. Moi, j'ai des équipes GRC, c'est un job hyper important. On a des campagnes, on en fait tout le temps, mais il y a forcément des clics, c'est pas grave, on continue à sensibiliser. C'est la sensibilisation, faire comprendre aux collaborateurs que lui est un risque, que c'est pour moi la première porte d'entrée, c'est lui. C'est déjà le sensibiliser et lui dire que fais attention à ce que tu fais. Bon, le 100% sécurité n'existe pas. Mais voilà, derrière, on met aussi des éléments en place. Il faut former, sensibiliser. Et sur la partie technique, il faut mettre un garde-fou sur la donnée encore la plus critique pour éviter justement le clic malencontreux, ce genre de choses-là. Ouais, donc en mettant des couches d'emblée, de protection. Voilà, d'emblée, il faut savoir qu'est-ce qui est critique. Quand tu as des centaines de milliers de SharePoint, aller chercher la donnée critique, c'est déjà un boulot énorme. Fastidieux. Ouais. Ça, c'est fastidieux. Ouais. C'est pour ça. Mais on peut y arriver. Alors, la plupart de ce qu'on protège, c'est de la data. Au final, on parle de réseau, on parle de cloud. En fait, on a plein d'infrastructures, beaucoup de choses électroniques. Mais en réalité, ce qui compte pour nous, la vraie valeur, c'est la data. Quand on perd un service, en fait, c'est souvent parce qu'on a perdu des données. C'est ça qui va permettre de fonctionner ou pas. Et donc, identifier la data et la protéger en fonction de... Mettre en place les systèmes. Et là aussi, c'est la clé, à mon avis. Les architectes cyber, là aussi, ils ont, quand on met en place tout le cycle de vie, on parlait du cycle de vie de l'IA, il faut le contrôler au fur et à mesure. C'est un peu comme les chaînes CI/CD où tu passes pas à l'étape suivante si le contrôle cyber. Donc c'est vraiment le cyber by design, mais dans tous les process. Je pense que le CI/CD est un super exemple pour montrer comment Exactement. Bah oui, je pense qu'on peut faire le parallèle entre la vie de l'IA avec la chaîne, non? Ouais. C'est à chaque élément de la chaîne, on revérifie qu'on est bien à la bonne étape, qu'on a fait toutes les validations, et puis à partir de là, on peut avancer. Alors, dernière question. Est-ce que les solutions d'IA locales peuvent rivaliser avec les solutions cloud pour des applications justement sensibles en cybersécurité? Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on veut faire, ça dépend de la puissance dont on a besoin. Le problème de l'IA locale, c'est qu'il faut faire tourner. Quand on entend combien ça coûte de faire tourner les modèles, alors sauf DeepSeek, qui apparemment a réussi. Il y a des petites enquêtes, ils n'auraient pas tout dit apparemment. Bah oui. Bon. Ils auraient peut-être un petit peu embelli la mariée, c'est ça l'expression? C'est ça. Il y a plein de choses suspicieuses. Mais c'est pas impossible, mais c'est bizarre que tous les autres acteurs n'y arrivent pas. Et donc, il faut énormément, au-delà des données d'entraînement, qu'on va avoir du mal à avoir dans une IA locale. C'est ça qui coûte le plus cher. C'est même pas tant la machine, mais on voit c'est pour ça que les ChatGPT est devenu aussi performant. C'est qu'ils ont investi des centaines de millions pour l'entraînement d'un modèle. Personne n'avait fait ça avant. Et c'est ça qui a généré une telle puissance. Si on est sur des petits modèles qui ont besoin de pas beaucoup de données d'entraînement parce qu'on leur demande pas grand-chose, je pense qu'on peut faire du local. Je pense que c'est plus difficile sur des modèles très complexes. Et si on veut le top de ce qui se fait, on peut essayer de prendre un modèle du top et le mettre en local. Exactement. Ou prendre un modèle top et le limiter au domaine de l'entreprise, c'est-à-dire aussi de l'entreprise.
Bon, on est Ça, c'est au jamais bon sûr. vouloir de l'entreprise d'en On face. n'est jamais sûr de l'étanchéité En gros, des données. si je comprends bien, ce serait de prendre, je dis n'importe quoi, mais un chat GPT, mais un chat GPT qui serait contenu. Ça existe, hein. Oui. Il y a, Voilà, ça il y a- existe, hein. il y a D'accord. c'est $20 par mois ou 25. C'est un contrat business. D'accord. Et c'est écrit en dessous du prompt, les données que vous transférez à ChatGPT ne sont pas utilisées pour réalimenter le modèle. Ils l'écrivent en toutes lettres et c'est contractuellement vrai. Mais c'est comme quand je mets mes données sur Azure, je les chiffre. C'est pas parce que Microsoft m'a dit je vais pas regarder ce que tu fais que je les crois. Sauf qu'on sait que l'extraterritorialité du droit fait Oui. que toute entreprise américaine, si les autorités lui demandent de donner les données, elle donnera les données de tous ses utilisateurs dans le monde. Et donc, effectivement, ça sortira compris du cadre. Microsoft. Y compris, oui, cela étant dit, Et ça c'est connu. On ne peut pas tracer les demandes de l'État qui requestent ça. Effectivement. Ouais. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Je pense qu'on aurait pu en parler un petit peu plus, mais voilà, ça fait 1 heure, donc il faut s'arrêter. Donc déjà, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions, d'avoir répondu également aux questions du public. Je remercie le public qui nous a suivis. J'ai pu regarder tous les échanges que vous avez entre vous, donc j'ai vu que déjà entre vous, vous avez pas mal discuté. Je suis désolée, j'ai pas pu prendre toutes les questions, elles étaient nombreuses, mais en tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous. Donc ce soir, on était en partenariat avec Sopra Steria, qui d'ailleurs vous met à disposition un livre blanc justement pour aller plus loin sur la thématique de ce soir. Et puis au public qui nous suit, comme d'habitude, n'hésitez pas à de liker, de commenter, de partager. On est toujours heureux de vous avoir avec nous. Et puis je vous vois la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et je vous souhaite une bonne soirée.